positive, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture / haul du mois de février 2024. Vous le constaterez peut-être, ce matin je me suis réveillée avec une étrange tache au milieu du front, genre vraiment entre mes deux yeux. Je ne sais pas d'où ça vient, en fait on dirait presque que je me suis endormie avec ma bague appuyée contre mon front alors que c'est faux puisque je sais que j'ai enlevé ma bague pour dormir et que je me suis réveillée sans ma bague. Donc peut-être que quelqu'un est rentré dans mon appart et dans ma chambre la nuit, a appuyé ma bague et quand il a vu que je commençais à me réveiller, il est parti. Mais c'est une hypothèse très creepy que je préfère mettre de côté. Ou peut-être tout simplement que ma peau a décidé que why not, on approche la trentaine, c'était le moment de lancer une petite crise de, comment on appelle ça là, les boutons, mince, de l'acné quoi. En gros j'ai une poussée d'acné, je sais pas ce que c'est, on dirait une réaction allergique à quelque chose, sauf que vu que je n'ai rien changé, bon, c'est pas non plus une chaîne dermatologie donc on va peut-être pas non plus s'étaler là-dessus pendant 4 piges, mais du coup c'est moche, c'est en plein milieu de mon front, donc désolé si ça vous perturbe. Pour essayer de contrer ça, j'ai mis du rouge à lèvres pour genre la première fois depuis au moins 6 mois. Voilà, c'était du rouge à lèvres qui traînait dans un coin de mon placard. Je pense que ça va plus vous perturber, parce que je l'ai mis n'importe comment en plus, et qui est pas très beau, que le truc sur mon front. Bref, voilà, ça c'était une petite introduction très chaotique qui vous explique clairement pourquoi je ne suis pas influenceuse beauté, hein, voilà, parce que j'y connais rien. Je suis déjà partie extrêmement loin alors qu'à la base je voulais juste vous dire de pas vous focaliser là-dessus. Mais c'est pas grave, on est là pour parler livres, donc allons-y, vous connaissez la chanson maintenant, j'ai fait plusieurs petites catégories et on va commencer directement par les livres que j'ai lus ce mois-ci mais que soit j'ai emprunté, soit que j'avais déjà présenté dans un book haul précédent. On va d'ailleurs commencer par les livres que je n'ai pas en papier puisque c'est des livres des services de presse que j'ai lus au travail et donc que depuis j'ai rendu au travail. On commence par deux graphiques un petit peu, vous voyez, des choses avec des illustrations puisque ce mois-ci j'ai lu Girlfriend qui est un roman graphique dont je vous mettrai la couverture par là. J'avais totalement craqué sur la couverture et sur le thème qui me tentait pas mal puisque c'est l'histoire en fait d'un couple qui se pense hétérosexuel et qui en fait au moment de la transition, c'est pas comme ça qu'on dit. Si, la transition pourtant. En gros, c'était un homme et une femme, sauf qu'en fait, l'homme se rend compte que c'est une femme et du coup, il fait sa transition. Alors, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, je le dis comme si c'était hyper simple, mais évidemment, il y a plein de questionnements qui viennent s'ajouter à tout ça. Et du coup, c'est ce couple face à ça, c'est-à-dire que la femme pensait être hétérosexuelle et être tombée amoureuse d'un homme, sauf que cet homme s'avère être une femme. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'évidemment, elle l'aime, mais c'est beaucoup de changements dans sa vie, c'est beaucoup de remise en cause des deux côtés. Et puis, bien évidemment, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, il y a toute cette question de que vont dire les autres parce que tu as beau savoir que ça n'a pas la moindre importance, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Et puis il y a aussi toutes ces relations qu'ils ont à droite et à gauche et les réactions des différentes personnes et ce que ça veut dire en fait sur les personnes qui fréquentent. Est-ce que c'était pas le pire résumé que vous ayez jamais vu de votre vie? Je pense que si, mais grosso modo vous avez compris l'idée, c'est un très beau roman graphique qui est bourré d'humour malgré le sujet assez difficile et assez important, qui décrit sans concession et avec, comme je vous disais, beaucoup d'émotions, ce que ça fait de se rendre compte qu'on n'est pas dans le genre qu'on nous a attribué à la naissance. C'est un roman graphique qui se lit très vite, mais qui est, comme je vous disais, très beau, très touchant, assez drôle aussi, j'étais surprise, mais il y a pas mal de petites punchlines et d'humour qui fait que on relativise un peu tout ça. Et c'était hyper intéressant parce que j'ai quand même appris plein de choses, donc je vous le conseille. Autre roman graphique lu ce mois-ci, il s'agit de La Princesse et le Croque-Monsieur, qui est un roman graphique adolescent, on va dire, qui est paru aux éditions Hachette. Pareil, la couverture apparaîtra quelque part par ici. Encore une fois, j'ai craqué sur la couverture, hein, clairement, mais aussi un peu sur tous les avis que je voyais sur les réseaux. Et bien évidemment sur le titre, parce que tu te dis... What? Genre clairement moi si j'étais une princesse, je serais une princesse qui a un royaume en rapport avec la bouffe. Genre j'aurais un titre en rapport avec la bouffe. Du coup forcément, La Princesse et le Croque-Monsieur, je me suis dit, c'est pour moi. Pour info, moi je pense que je serais soit la princesse au sushi, parce que c'est ma vie les sushis, ou éventuellement la princesse au burger, mais je pense que ça on serait très nombreuses. Et mais là c'est plus précis, un truc en rapport avec le fromage, genre la raclette ou la croziflette ou un truc comme ça. Et peut-être enfin en sous-titre princesse pâte à la carbonara de mon papa, parce qu'elles sont très particulières mais elles sont absolument délicieuses, incroyables. Voilà, c'était l'aparté qui n'intéressait personne. On enchaîne. De quoi parle donc ce roman graphique? Eh bien La Princesse et le Croque-Monsieur, c'est l'histoire, j'ai oublié les prénoms, hein, on va pas faire semblant, vous connaissez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une jeune noble et qui a une vie plutôt classique, même si en fait elle aime pas trop ce carcan un peu étouffant que lui impose la société vu qu'elle est l'héritière d'une grande famille. Il se trouve que son papa meurt et du coup elle se retrouve à hériter un peu de tout le domaine, mais surtout on lui dit si tu veux garder ce domaine en question, il faut que tu te maries parce que les femmes ne peuvent pas faire ça toutes seules. C'est bien connu, elles ont besoin de quelqu'un qui les supervise. Sauf que là la fille elle se dit non mais c'est bon ça suffit vos conneries. Du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle se travestit en homme et elle part habiter à la capitale. Vu qu'elle habitait dans un coin un peu reculé, personne n'était au courant en fait que son père avait une fille, enfin il savait qu'ils avaient un enfant mais il savait pas si c'était une fille ou un garçon. Du coup
elle se dit ça va passer crème. Alors elle évite quand même, elle limite un peu les interactions sociales, mais grosso modo elle a plus de liberté et surtout elle se travestit et elle rencontre des gens. Et il se trouve qu'au détour d'un chemin, bon c'est plus compliqué que ça, mais elle va rencontrer la princesse héritière et en fait elles vont se lier d'amitié. Ça c'est le postulat de base, il y a comme je vous le disais plein de choses qui se passent autour, mais c'est trop beau, vraiment trop chou, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré toute l'ambiance et justement ce côté, parce qu'en fait si ça s'appelle la princesse et le croque-monsieur c'est parce qu'ils ont tous un nom justement de fromage. En rapport avec le fromage, il y a la princesse de Brie, enfin je sais plus comment elle s'appelle, il y a le comte Camembert, enfin des trucs comme ça tu vois. En soi, ça sert à rien, on est bien d'accord, mais ça ajoute un petit plus au récit et ça ajoute aussi beaucoup d'humour et ça donne faim, voilà, tout simplement. Pour peu qu'on aime le fromage et qu'on soit pas allergique au lactose, ça donne faim. C'était une lecture rapide, sans prise de tête, mais j'ai beaucoup aimé. Ce mois-ci, j'ai aussi lu Magnolia Parks, qui est sorti aux éditions Hauteville, qui était un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que le résumé me tentait pas mal, je vous l'avoue. Grosso modo, le résumé, il nous dit, là je vous le fais de mémoire, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, il nous dit que elle, c'est genre la princesse de Londres, elle vient d'une famille super riche, elle est elle-même super riche, elle est influenceuse, elle est toujours à la mode, blablabla et tout. Lui, à l'inverse, c'est un peu le bad boy de la haute société londonienne, pété de thunes aussi, hein, rassurez-vous, mais il a une réputation un petit peu plus sulfureuse. Ils sont amis depuis des années, ils sont sortis ensemble pendant longtemps, sauf qu'il s'est passé quelque chose qui ont fait qu'ils se sont séparés. On ne sait pas quoi, la presse people ne sait pas quoi, mais voilà, ils se sont séparés, sauf que depuis, ils n'arrêtent pas de se tourner autour. Parce qu'en fait, leur histoire est officiellement terminée, dans les faits, ils n'arrivent pas à s'éloigner l'un de l'autre. Et je me souviens que le résumé disait quelque chose du style elle flirte avec des gars pour l'énerver, il couche avec tout ce qui bouge pour l'énerver, et en fait c'est un peu cette relation de je t'aime mais je te déteste, mais en même temps ne t'échappe pas. Et je m'étais dit ok, why not, on verra ce que ça donne. Il se trouve que c'est le roman avec le plus de red flags que j'ai jamais lu de toute ma life. Je vous jure, je pense que j'ai jamais lu, bon après j'en lis pas beaucoup, des dark romances ou des relations un petit peu étranges, mais j'ai jamais vu une relation aussi toxique qu'entre les deux personnages principaux. Parce que ce qui est dit dans le résumé, c'est vraiment mais exploité, mais genre vraiment à bloc. C'est-à-dire que, en fait, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, mais comme ils veulent pas passer outre ce qui s'est passé entre eux et qu'ils veulent pas, tirer un trait sur le passé, ils peuvent pas se séparer de l'un de l'autre. Ils sont codépendants, en fait, clairement. Et ils s'aiment tellement qu'ils sont incapables de se faire passer avant l'autre. C'est-à-dire que leur santé mentale passe au détriment de leur relation. Je suis en train de vous psychanalyser le livre, mais vraiment, c'était hardcore comme c'était toxique, en fait. Parce que c'est genre le mec, il dit clairement, c'est la femme de ma vie, je l'aime, c'est mon âme sœur, mais vu que là, elle a regardé un mec, ça m'énerve, du coup, hop, moi je vais coucher avec une fille, sauf que bien sûr, elle va le savoir, du coup ça va l'énerver, du coup elle va flirter, du coup je vais coucher avec une autre fille, n'importe quoi, je vous jure, n'importe quoi. En plus de ça, vous l'avez deviné avec mon petit résumé là, mais le schéma est hyper répétitif, parce qu'en fait, à chaque fois, tu penses que ça va être la fois de trop, mais non, ils finissent toujours par se réconcilier et hop, on recommence. Donc, le schéma est hyper répétitif, la relation est un red flag ambulant. Le style d'écriture était sympa mais sans plus parce qu'en plus il y a beaucoup de descriptions sur tout le côté mode parce qu'en fait Magnolia, donc l'héroïne, elle est vraiment portée là-dessus à fond et à chaque fois qu'elle voit quelqu'un, elle analyse sa tenue. Genre elle arrive au brunch, elle nous dit ah il y a machin et machin porte ça de la collection été-hiver 2014. Machin a des bottes qui viennent de chez machin. T'es en mode ouais non mais d'accord mais Christina Cordula je m'en fous en fait. Donc vous voyez il y a des éléments que je n'ai quand même pas beaucoup appréciés dans le livre. Sauf que je ne sais pas pourquoi j'étais incapable de le lâcher. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, mais en fait ça a été une lecture tellement addictive et tellement éprouvante, tellement frustrante parce qu'il y a cette relation, tu sais qu'elle est toxique mais tu peux pas t'empêcher de t'y impliquer et moi perso, j'étais vraiment à fond. Genre j'avais l'impression que c'était ma vie qui était en jeu dans leur histoire. Alors que pas du tout, bien évidemment. Et au contraire, je pense que si je vois une relation comme ça dans la vraie vie, mais je fuis, mais très loin. Et pourtant là, j'étais beaucoup trop happée, beaucoup trop investie. Ce qui fait que malgré tout ça, c'était une bonne lecture. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Des fois, je ne m'explique pas. Je ne comprends pas ce qui se passe là-dedans. Évidemment, je suis extrêmement frustrée parce que je suis tout de suite allée me renseigner pour savoir. Le premier tome finit vraiment en queue de poisson. Et j'ai couru me renseigner pour savoir si on avait enfin des réponses dans le tome 2. Il se trouve que le tome 2 est plutôt une sorte de spin-off qui se concentre sur d'autres personnages qui ont été introduits dans le tome 1. Autant vous dire que je déteste quand les auteurs font ça parce que en fait, c'est pas que j'aime pas les personnages qui vont arriver dans le tome 2. Au contraire, je serais très contente de les rencontrer et d'approfondir un peu les relations qu'ils mettent en place. Et je pense qu'on va avoir des aperçus sur du coup Magnolia et BJ, mais c'est pas eux que je veux lire. Genre, j'ai passé 500 pages à m'attacher et à m'impliquer dans cette relation entre Magnolia et le mec. Donnez-moi la suite. Et non, elle arrive que dans le tome 3, qui se passe en plus, je crois, 2 ans après le tome 1, donc... tu vois, déjà que la relation m'a frustrée, mais alors là, en plus, le fait d'attendre, mais c'est pas grave, je vais attendre parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Et du coup, vous en doutez, je lirai quand même la suite, même si, encore une fois, red flag ambulant, soyez préparés.
Au mois de février, j'ai aussi lu Les Épreuves de la Reine Soleil, qui est un roman qui est paru aux éditions Michel Lafon. Normalement, je dois recevoir un service de presse, mais je ne l'ai pas encore reçu. Voilà, j'espère qu'il arrivera parce que le livre est très très beau. C'est superficiel, mais écoutez, faut le dire. Et celui-ci, j'étais aussi très impatiente de le lire parce qu'on me l'a vendu comme une petite romantaisie très très efficace. Effectivement, ça coche toutes les cases de la romantaisie, sachant justement du coup qu'il y a des scènes de smut. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Laure qui est prisonnière dans une prison, logique. Mais elle est prisonnière dans cette prison. C'est très redondant, mais c'est comme ça. Depuis qu'elle est toute petite, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, on sait que dès le début, elle, son objectif ultime de sa vie, c'est de se venger et de Squeak le roi, parce que apparemment, c'est de sa faute si elle est en prison. La prison où elle est, c'est absolument horrible, genre vraiment c'est le calvaire total. Et un jour en fait, eh bien, elle est enlevée de cette prison et emmenée dans un autre royaume où on lui explique qu'elle est un petit peu la meuf du peuple qu'on a fait sortir de la misère pour la faire participer aux épreuves pour devenir la Reine Soleil. En gros, c'est des épreuves un peu à la Hunger Games où il y a plusieurs filles qui s'affrontent, donc beaucoup qui sont de bonne famille, mais Laure, elle a été tirée de n'importe où parce que il faut montrer que tu vois tout le monde a ses chances, genre. Et du coup, on organise des épreuves pour savoir celle qui va triompher et qui sera du coup la future reine du royaume. Elle se retrouve jetée là-dedans, elle a pas de préparation, elle connaissait même pas cette histoire. Voilà, il y a des histoires après de complots, de révélations, de secrets, de trahison, ton passé qui refait surface, qui est cette personne, est-ce que je peux lui faire confiance, en même temps je suis attirée par lui, mais est-ce qu'il est pas un peu louche? Que des trucs comme ça. Écoutez, c'était quand même très efficace. Après, j'ai trouvé, malgré les grosses pointes d'action qu'il y avait grâce aux épreuves, que c'était un roman assez introductif. Parce qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression que tout finissait de se mettre en place à la fin du premier tome et que c'est là vraiment qu'on allait vraiment démarrer l'intrigue. Sauf que du coup, le premier livre était terminé, donc maintenant, il faut attendre la suite. Après, voilà, j'ai pas particulièrement accroché au personnage, mais c'était une lecture très intéressante et surtout, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé la manière dont tout se mettait en place, en fait, justement. Je sais pas si c'est très très clair ce que je vous dis. En gros, c'était pas la lecture de l'année pour moi, mais je pense que la suite est extrêmement prometteuse et j'ai hâte de la découvrir. En plus, il y a des personnages que j'apprécie beaucoup et notamment un qui, je pense, va devenir un des personnages principaux, enfin, qui est déjà un peu central dans le tome 1, mais qui, à la fin du 1, se révèle être clairement, je pense, le protagoniste masculin principal. Donc j'ai hâte de le retrouver et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce qu'on a une petite révélation à la fin du tome 1 qui m'a pas totalement convaincue parce que c'est quelque chose que l'héroïne est censée savoir depuis le début. Et j'ai trouvé que du coup ça collait pas forcément avec son attitude depuis le début. Mais bref, ça c'est un détail. Mais en tout cas, ce que ça révèle, ça promet du lourd pour la suite. Voilà, c'était un avis très cryptique. Je pense que ça ne vous aide pas du tout à savoir si le livre vous intéresse. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Et je vous l'ai déjà dit, mais je lirai la suite avec plaisir. Ce mois-ci, j'ai aussi lu Runborn de Ariel Holtz qui sort début mars, je crois le 7 mars si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Gulfstream. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré parce que je l'ai acheté à Montreuil. Il était bien en avant-première et il est absolument magnifique. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Tyr qui vit dans un village avec ses amis, sa famille quoi. Et Tyr, c'est un personnage un peu particulier parce qu'en fait, il est né avec une rune qui le désigne comme un héritier des dieux qui ont disparu après le Ragnarok. Au début du roman, on découvre que ses amis et lui ont pour mission de rassembler toutes les personnes qui, comme eux, ont une rune sur eux, de les rassembler et du coup de faire leur petite magie pour ramener les dieux, grosso modo. Sauf que vous vous doutez que c'est pas si simple que ça. Et notre pauvre petit Tyr va se retrouver dans des aventures, mais juste what? Il va bien souffrir, il va découvrir plein de choses sur lui, sur le monde qui l'entoure et sur les personnes qui l'entourent. Et sur les dieux bien évidemment. C'était extrêmement bien écrit et très très original. Moi vous savez que la mythologie grecque, je la kiffe, je l'ai poncée, je connais un peu moins bien la mythologie nordique. Et du coup c'était extrêmement intéressant à découvrir et en même temps très addictif du coup parce que en fait dès le début tu sens qu'il va en chier le personnage principal et plus tu avances, plus tu te dis ah oui quand même à ce point-là. Après attention, l'univers est quand même assez dense et du coup moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments où on coupait l'action, enfin il y avait beaucoup de points d'action, mais entre ces points d'action il y a des moments assez longs où on nous explique plein de choses sur l'univers. Ce qui fait que, en fait, même arrivé presque à la fin du roman, j'avais encore l'impression qu'on devait m'expliquer des choses pour que je comprenne bien. Et c'est vrai que c'est un peu lourd, mais il n'empêche que, comme je vous disais, c'est très bien écrit. Les personnages sont hyper intéressants parce qu'ils sont loin d'être... En fait, ils sont tout en nuances. Ils sont pas genre les bons, les méchants, etc. Et encore une fois, on finit sur la petite révélation, le petit cliffhanger qui fait que j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je pense que c'est pas tout à fait pour maintenant. D'ailleurs, je sais pas s'il y avait des infos. Est-ce que j'ai vu des infos? Ah, automne 2024. Bon, ça va arriver vite l'automne. Ce mois-ci, j'ai aussi acheté ce livre-ci que du coup, entre-temps, j'ai lu. Donc je vous en parle rapidement. Il s'agit de Drive Me Insane de Alfreda Henwy. C'est une romance fake dating dans l'univers de la Formule 1. Je pense que rien qu'avec ces mots, j'ai déjà conquis plusieurs d'entre vous.
Enfin, c'est pas moi, du coup, c'est Alfreda, mais vous avez compris l'idée. Honnêtement, ce livre, je l'ai dévoré parce que il coche toutes les cases. Moi, j'adore le fake dating et là, on était en plein dedans. En plus, il faut savoir que c'est du fake dating entre deux personnes qui se connaissaient et qui étaient extrêmement proches quand elles étaient plus jeunes, qui se sont perdues de vue et qui, du coup, se retrouvent pour ce fake dating. Donc, il y a une petite tension supplémentaire entre eux. Franchement, c'était ouf. Je suis pas particulièrement fan de la Formule 1, c'est-à-dire que j'aime Charles Leclerc parce qu'il est mignon, mais je m'y connais que dalle, hein, voilà, on va le dire clairement. Mais ça m'a pas freiné parce que je trouve que l'ambiance est juste comme il faut. Après, il y a quand même pas mal de descriptions de moments vraiment importants sur la Formule 1 là-dedans. Donc je pense que si vous êtes fan, vous allez encore plus kiffer. Mais si comme moi, vous n'y comprenez rien, c'est pas grave, ça va pas vous freiner parce que c'est juste un petit plus. C'est genre la cerise sur le gâteau, quoi. Les personnages sont intéressants et attachants et j'ai surtout trop aimé les punchlines qu'il y a entre eux. Genre, c'est bourré d'esprit, j'ai adoré. Autre achat fait ce mois-ci et autre lecture de ce mois-ci, puisque je l'ai lu directement dans la foulée, il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, qui est paru aux éditions Olympe. C'est un livre qui est vraiment trop beau, je sais pas pourquoi je vous montre ça, il n'y a pas de jaspage. C'est plutôt ça qu'il faudrait que je vous montre. Vous avez donc la couverture comme ça, et à l'intérieur, les pages de garde qui sont vraiment trop belles. De quoi ça parle? C'est pas un roman qui est facile à résumer, donc je vais le faire en mode simplifié, mais ça révèle pas toute la richesse de l'univers. Grosso modo, c'est l'histoire de... j'ai oublié son prénom. Alba. Elle s'appelle Alba. Alba est un génie et en fait, puisqu'elle a accordé plus de vœux qu'elle ne l'aurait dû à des humains, elle a été bannie sur Terre. Sauf qu'il se trouve que depuis le temps qu'elle y est, là on est un peu dans le futur et la Terre elle part totalement en cacahuète. Genre montée des eaux, des guerres de tous les côtés, enfin bref, c'est vraiment la loose. Et Alba, elle a trouvé refuge dans ce qui était avant l'Irlande et elle s'est établie là-bas depuis déjà plusieurs temps et en fait, en gros, elle est un peu la protectrice de l'île. Elle joue tellement bien son rôle que l'île prospère alors que tout le monde crève à côté et du coup elle attire l'attention en fait du royaume voisin entre guillemets qui va envoyer un émissaire pour essayer de comprendre un peu quel est son secret. Il se trouve que cet émissaire il est prêt à tout pour découvrir son secret, même à flirter avec Alba. Donc on est clairement sur de la romantaisie parce que l'histoire d'amour a une place très importante mais c'est pas du tout cliché, c'est pas du tout centré sur le cul, il n'y a pas de cul. C'est hyper brutal quand je dis ça comme ça. Il n'y a pas de scène à caractère sexuel et c'est extrêmement bien écrit, c'est un style qui est vraiment très poétique, une ambiance particulière mais vraiment qui te happe, c'est très immersif et j'ai trouvé que c'était extrêmement original aussi donc franchement j'ai été conquise par ce livre. Après si vous vous lancez dedans en pensant que c'est de la romantaisie, juste en pensant ça, je pense que vous allez être surpris parce qu'on est vraiment plus centré sur la relation entre les personnages que vraiment le côté romance. Je sais pas si ça fait vraiment sens ce que je dis, mais en plus on les voit évoluer au fil des pages et... Enfin bref, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller. On passe ensuite au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci et que j'ai lu dans la foulée. Donc comme vous pouvez le constater, il y en a un petit paquet. Ah bah non, attendez, il y a celui-ci d'abord. Celui-ci, je l'ai reçu ce mois-ci parce que il est sorti donc dans sa version définitive avec cette fois-ci le jaspage trop beau. Mais je l'avais déjà lu et je vous en avais déjà parlé du coup dans un précédent bilan lecture, je crois. Donc je vais pas me répéter, mais sachez juste que c'est extrêmement bien écrit. Beaucoup plus gore et glauque qu'il n'y paraît. Extrêmement addictif et très original. En gros, comme on dit, uchronie, c'est-à-dire que la Révolution française n'a jamais eu lieu et là on suit une rebelle qui est contre la monarchie qui va participer à une sorte d'émission de télé-réalité pour trouver les futures femmes des nobles de la cour du roi. Ça va très vite partir en cacahuète et ça va révéler en fait un aspect beaucoup plus sombre de la monarchie que l'on n'imaginait pas forcément au début, quoi. En gros c'est un mélange entre limite Hunger Games et la sélection, vraiment incroyable. Ensuite, j'ai commencé le mois en terminant Twisted Hate, mais pareil, je vais pas vous en parler trop en détail parce que je l'ai fait dans mon précédent bilan lecture, donc je vous laisse aller regarder ça. Pareil, je comprends pas, la féministe en moi, elle a dû partir très loin. Clairement, c'est pas mon tome préféré par contre de la saga, parce que c'est toujours plus what the fuck, et là vraiment le smut c'est non. Même si je pense que c'est très révélateur que ce soit le smut ici qui m'est plus gêné que dans les deux premiers, mais bon bref. Peut-être que ma jauge de tolérance aussi s'amoindrit, je ne sais pas. En tout cas, j'ai kiffé et pas maintenant j'attends le prochain tome, hein, voilà, je suis accro, c'est comme ça. On arrive au livre dont je vous ai pas encore parlé, donc ce mois-ci j'ai reçu 3 services de presse de la part des éditions Hugo. Le premier c'est Guild, en poche, parce qu'il vient de sortir en poche, et vu que je n'avais pas lu la saga en grand format, je me suis dit c'est l'occasion. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette saga, ça s'appelle la saga d'Oren et ça c'est le premier tome. C'est une réécriture de la mythologie grecque à la mode romantaisie justement. C'est l'histoire de Oren, ouais justement Oren c'est logique, c'est la saga d'Oren, donc l'héroïne s'appelle Oren. Oren, elle est en fait la favorite du roi Midas qui, comme son nom l'indique très bien inspiré de la mythologie, transforme tout ce qu'il touche en or. Et il se trouve qu'elle est justement recouverte d'or et du coup elle est non seulement sa favorite parce qu'ils ont une petite histoire, mais aussi parce qu'elle est extrêmement précieuse. Elle est bien évidemment trop in love du roi et en fait il va se passer des choses qui vont faire que déjà elle va remettre en cause la confiance qu'elle plaçait en le roi et surtout elle va être
poussée à sortir de sa cage dorée et elle va découvrir un monde qui est extrêmement brutal avec des royaumes qui s'affrontent et des formes de magie qui se développent et qui pourraient en fait révéler plein de choses à la fois sur ses origines et sur toute l'organisation de leur monde. Franchement, le pitch était très prometteur. Après, j'étais préparée, hein, je le savais, parce que quand tu dis c'est la favorite du roi et que il y a une histoire de harem et tout, tu sens qu'on va être sur une ambiance de violence sexuelle extrême, et en fait c'était clairement ça, et je pense que ça m'a un peu freinée, parce que même si j'étais préparée, les filles sont considérées en fait, pour vous dire, au début, on commence sur une scène, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est ça qui m'avait fait reposer le livre quand il était sorti en grand format. Là je me suis dit on va persévérer. Il n'y a pas énormément de scènes de sexe explicites. Par contre, il y a une ambiance de violence sexuelle qui traîne tout au long du récit puisque les femmes sont considérées comme des moins que rien, clairement. Évidemment, ça ne me plaît pas du tout, vous vous en doutez, d'autant plus que c'est remis en cause, mais c'est pas non plus encore trop bouleversé dans le premier tome. Par contre, je pense et j'espère que ça va l'être par la suite et que progressivement, en fait, le rapport de force va s'inverser. En tout cas, moi, c'est ce que je devine un petit peu avec ce premier tome. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus freiné, c'est en fait surtout que c'est très très lent. Il se passe pas grand chose et on a énormément de descriptions qui certes contribuent à l'ambiance, mais franchement ça m'a un peu refroidi. Je lirai quand même la suite parce que 1, je suis un pigeon, et 2, tout le monde me dit que la saga devient de plus en plus ouf au fur et à mesure qu'on avance, donc je serais quand même curieuse de voir ça. Je pense que je laisserai sa chance au tome 2, mais on verra. Après voilà, j'ai clairement pas été convaincue autant qu'on me l'avait promis. Et pourtant, voilà, réécriture de mythologie grecque. Après, on a commencé aussi à introduire des faées là et tout. Et en fait, c'est pas que j'aime pas les faées, mais est-ce qu'on est obligé d'en foutre de partout, les gars? Vraie question. C'est extrêmement rare en ce moment un livre qui sort où il n'y a pas de faées. Mais bon, bref. Autre service de presse reçu en poche de la part des éditions Hugo, il s'agit de Bodyguards, le tome 2. Souvenez-vous, le mois dernier, j'ai lu le tome 1, j'avais kiffé. Et celui-ci, je l'ai encore plus kiffé. Je sais pas si c'est parce que j'étais un peu plus dans l'ambiance ou si c'est les personnages qui m'ont beaucoup plus touchée, mais j'ai largement préféré celui-ci qui se concentre sur Cruz du coup, donc le deuxième frère de la fratrie. Cruz qui va se retrouver à être garde du corps pour Eve, je crois qu'elle s'appelle Eve, qui est une mannequin. Et en fait, je pense que ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le personnage de Eve est hyper intéressant et très très attachant parce qu'elle a une histoire familiale tragique. Et je sais pas, je me suis attachée à eux, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Après, c'est une romance sympa, sans prise de tête. Elle a rien de révolutionnaire, mais elle fait le taf et je l'ai beaucoup aimée. Et ça m'a encore plus confortée dans l'idée que j'aime beaucoup cette saga et que j'ai hâte de lire la suite. Dernier service de presse reçu de la part des éditions Hugo ce mois-ci, il s'agit de Kyland de Mia Sheridan. Enfin moi je dis Kyland, mais j'imagine qu'on peut dire Keyland, mais c'est bizarre. Enfin voilà, après chacun dit comme il veut. De quoi ça parle? Eh bien ça parle de Keyland. Non, je vais l'appeler Kyland, hein, je suis désolée. En plus vous allez voir, ils ont tous les deux des noms chelous. Donc lui il s'appelle Kyland et elle s'appelle Tenleif. Tenley, je ne sais pas comment on prononce ce prénom, on va l'appeler Ten. Ils vivent tous les deux dans une petite ville au fin fond des États-Unis, une ville frappée par la pauvreté, et eux, ils sont vraiment au bout du Rolls, c'est-à-dire qu'ils ont une vie de merde, clairement. Chacun a des problèmes du côté de sa famille, ils sont encore au lycée et ils ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et du coup, ils visent tous les deux la même bourse d'études qui leur permettrait de se casser et d'aspirer à une vie meilleure. Donc ils sont un petit peu rivaux, et puis par un concours de circonstances, ils vont finir par se rapprocher. Et en fait, c'est cette relation, c'est cette romance qui est aussi entre, ok, cette personne que je viens de rencontrer, elle illumine ma vie, qui pourtant est pourrie en ce moment, et en même temps, elle est un obstacle pour que je puisse dépasser tout ça et vivre une vie meilleure. Et c'était vraiment trop trop beau. En fait, je vais pas vous mentir les gars, j'ai commencé le livre, il était 22h30, je l'ai fini, il était 1h du mat, parce que je l'ai lu d'une traite. J'étais incapable de m'arrêter. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai beaucoup aimé le style plein de poésie, j'ai énormément aimé les personnages. En fait, pour moi, c'est ça qui fait vraiment tout le charme du livre, c'est la psychologie des personnages que j'ai trouvé très bien travaillée. La romance, elle est ouf, un peu cliché bien évidemment, parce que bon, c'est des ados de 17 ans, et ils sont là en mode « je ne veux pas te faire souffrir » et tout. Bon, ok. Mais surtout, en fait, le personnage de Kyland... homme capable, ok? Ça c'est fait, c'est dit. Je ne vais pas d'ailleurs rentrer dans les détails, je resterai là-dessus parce que je pense que c'est une bonne conclusion. Homme capable. Mais vraiment, j'ai kiffé. Et ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de cette autrice parce que je me dis que si c'est dans le même, dans le même niveau d'émotion, ben, je vais kiffer en fait. Voilà, c'est tout. J'espère que je vous ai donné envie de le découvrir parce que c'est une romance, il y a un peu de smut, mais elle n'est pas portée que là-dessus. Et voilà, c'est le genre de romance que j'aime trop et j'ai kiffé. Voilà, c'est tout, c'est dit. J'ai aussi reçu un petit service de presse, Malgré les épines de J.L. Coroll. Il est arrivé dédicacé en plus, donc je suis trop contente. Et c'est un roman qui me faisait trop de l'œil parce que j'avais vu passer pas mal de bons avis sur les réseaux sociaux. Il est sorti courant du mois aux éditions Chatterley. Et grosso modo, on est en 1903 et c'est l'histoire de Alec, qui est l'héritier d'une grande famille, d'une famille de nobles en France, qui se retrouve à être attiré en fait par le jardinier de la famille.
Et malheureusement, j'ai dit 1930, je voulais dire 1903, donc début des années 1900, l'homosexualité est encore très mal vue, surtout dans les grandes familles, parce que Alec, on lui dit, écoute, t'es bien gentil, mais il va falloir que tu te maries et que tu nous fasses des gosses pour perpétuer le nom de la famille. Donc c'est cette romance contrariée et compliquée. J'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage, vraiment. Alors Alec est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé être de son point de vue, mais j'aurais aimé en fait avoir plus de points de vue de Simon, qui est donc le jardinier. Et comme on n'en avait pas beaucoup, je me suis pas forcément attachée à lui, ce qui fait que la romance, voilà, elle était un peu moins accrocheuse à mes yeux. Par contre, l'ambiance était très très chouette et c'est vraiment une très belle histoire, donc bonne lecture. On continue en romance, les éditions Addictive m'ont envoyé Inked Earth de Isla A. Rowley, qui est sorti à la toute fin du mois de février. C'est l'histoire de Love qui est en train de se noyer. Alors ouais, ça commence fort, hein. La petite meuf, elle fait des petites brasses, tu vois, dans l'océan. Elle se noie, parce qu'elle est pas très très douée, on va pas se le cacher. Non, c'est méchant de dire ça parce qu'on peut se noyer tellement facilement. Bon, je reprends et je vais respecter Love. C'est l'histoire de Love qui manque de se noyer sur la plage de je ne sais plus où, en Californie. Et en fait, elle est sauvée par un inconnu. Donc au début, ok, très bien, ouais, je suis en vie. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que l'inconnu, c'est Ezra Remington, qui est le fils d'une superstar, qui est lui-même du coup une superstar. C'est une famille qui est pétée de thunes et qui a notamment une émission de télé-réalité. Il se trouve que Ezra a une réputation absolument horrible et que sa maman, qui est donc la fameuse superstar, veut tout faire pour assagir un petit peu son fils et surtout apaiser sa réputation. Ça se dit pas apaiser sa réputation. Elle veut faire en sorte que sa réputation soit moins mauvaise auprès de la presse. Du coup, elle propose à Love de rejoindre leur famille, en fait de faire un peu genre comme si il l'avait sauvée parce que c'est sa sœur de cœur et de l'adopter pour faire en sorte qu'il ait une meilleure image en fait. Tu vois, il va passer un peu pour le frère aimant aux yeux de la presse. Et Love, qu'est-ce qu'elle y gagne? Eh bien, elle qui est orpheline et qui n'a jamais eu de thunes, eh bien elle rentre dans une famille bourrée de thunes qui lui permettrait du coup de payer ses études, etc. Sauf que bien évidemment, Ezra il va tout faire pour compliquer les choses, d'autant plus qu'il y a une petite attirance entre Ezra et Love. Écoutez, je savais en commençant que ça allait être what the fuck, parce que rien que cette histoire de adoption pour faire genre qu'il ait une meilleure réputation, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Et en fait, tout au long du livre, il y a des situations juste what the fuck. Mais malgré ça, encore une fois, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits et je les ai trouvés extrêmement touchants. On les voit beaucoup évoluer, surtout Ezra, parce qu'au début, c'est vrai qu'il est insupportable et vraiment très très détestable, mais plus ça va, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il devient le book boyfriend préféré de tous les temps, tu vois, mais il devient... En fait, on le comprend un peu et surtout, on finit par s'attacher à lui. Ça aussi, c'est un red flag, j'en ai conscience quand je le dis. Mais du coup, ça m'a rendu ma lecture beaucoup plus intéressante que ce que je pensais et ça m'a permis de passer outre les scènes un petit peu what the fuck ou un peu too much. Évidemment, il y a du smut. Voilà. Magnifique conclusion, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, c'était très sympa. C'était la première fois que je lisais aussi cette autrice, mais j'ai cru voir qu'elle en avait écrit pas mal d'autres, donc je serais curieuse de découvrir ça aussi. Ce mois-ci, bien évidemment, j'ai aussi lu Ces prières que je fais dans le noir de Neil Gaiman et Marie Alino. Il m'a été envoyé par les éditions Albin Michel. Je l'ai dévoré. Il est arrivé dédicacé aussi d'ailleurs. Ouais, je me la pète un peu, mais t'as vu, Neil Gaiman et Marie, elles ont touché mon livre, papa. Je sais pas pourquoi je dis ça, pardon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, il m'a détruit, hein, il m'a brisé le cœur. Bon, évidemment, j'étais un peu préparée puisque j'ai lu les deux premiers. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, oui, bien évidemment que tu peux lire celui-ci sans avoir lu La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Mais franchement, c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce que ça se passe après et en fait, ça va te spoiler totalement ce qui se passe dans les deux premiers tomes. Et surtout, en fait, comme on suit à chaque fois un membre de leur petit groupe d'amis, c'est tellement plus intéressant de le faire dans l'ordre dans lequel les autrices l'ont pensé, parce que tu apprends des choses sur eux progressivement. Après, je vous cache pas que le premier, moi, reste mon préféré. Enfin, mon préféré. Il est tellement horrible que c'est difficile de dire que je l'ai adoré, mais il m'a bouleversée en fait. Et surtout, c'est le personnage de Finn que moi j'adore. Et j'étais contente justement parce que là, on avait quand même des bons aperçus de Finn. Et ça m'a totalement réchauffé le cœur de le voir comme ça bébounet. Bref, dans celui-ci, on se concentre donc sur Jagger qui a une relation très très particulière avec ses parents, avec sa famille et avec sa religion. Et on va le suivre tandis que sa vie est totalement bouleversée par plein d'événements et qu'il essaye de renouer, qu'il va être un peu forcé de renouer avec sa meilleure amie d'enfance qui s'appelle June et qui elle aussi vit des choses pas forcément très très cool. Attention, c'est bourré de trigger warning, je crois qu'ils sont marqués en plus au début. Maladie mentale, dépression, suicide, deuil, violence sur mineurs. C'est pas une super ambiance, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est bouleversant, c'est touchant, c'est addictif jusqu'à la toute fin. Vraiment, j'ai adoré, il m'a brisé le cœur, il a reconstruit mon cœur derrière et maintenant j'ai hâte pour le prochain tome qui, je pense, va aussi me briser le cœur. On adore.
En parlant de brisage de cœur, ce mois-ci j'ai aussi lu La soupe du cœur qui m'a été envoyée par les éditions PKJ et écoutez, c'était trop beau, c'était beaucoup trop beau. Il faut savoir que moi ce livre je l'avais demandé en service de presse parce qu'on me l'avait vendu comme étant dans la même veine que l'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Donc moi j'étais partie pour et effectivement je vois le parallèle parce que c'est une histoire qui est à la fois extrêmement douce, extrêmement drôle et très jeunesse et en même temps c'est un méga coup de poing dans ta tête parce que c'est une très très belle histoire. C'est l'histoire de Jordan qui en fait a eu un cancer et là il est en rémission et du coup ses parents décident de l'éloigner de Londres et il s'installe du coup avec sa famille dans une petite ville un peu tranquille au fin fond de l'Angleterre. Lui il est clairement à part parce qu'il connaît personne, il a du mal à se faire des amis et il se trouve qu'un jour, presque par hasard, il va voir dans un parc une tente où il y a un SDF qui dort et alors que tous ses soi-disant amis, enfin en tout cas les personnes dont il essaie de se rapprocher vont se moquer de ce SDF, lui il va faire un geste vers lui et il va lui déposer un bol de soupe, un tupperware de soupe que sa maman lui a fait pour le repas. Et en fait c'est simplement ce petit geste, cette volonté d'aller vers l'autre qui s'explique parce qu'il y a une histoire avec les bonnes actions que Jordan veut mener dans sa vie. Il y a toute une histoire avec une personne qu'il a rencontrée à l'hôpital, etc. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait vraiment partie du charme de découvrir ce roman, de découvrir au fil des pages pourquoi Jordan agit comme ça. Mais en tout cas, c'est une histoire extrêmement touchante qui montre que parfois il suffit d'un tout petit pas pour que en fait ça prenne des proportions et qu'une bonne action entraîne une bonne action, etc. etc. Comme je vous disais, c'est extrêmement touchant, bien évidemment, parce qu'entre le sujet de la maladie des enfants, il y a une histoire de deuil, il y a une histoire de reconstruction, il y a des histoires de famille, et puis il y a ce côté vraiment regard sur une partie de la population qu'on laisse totalement de côté alors que ils méritent clairement pas ça. C'est évidemment extrêmement touchant, mais vu que ça reste un roman qui s'adresse quand même à des enfants à partir de 10 ans, c'est marqué derrière, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de légèreté malgré ça, et j'ai trouvé que c'était le parfait compromis entre grosse chialade et en même temps grosse rigolade. Voilà, je sais que c'est paradoxal, mais écoutez, c'est comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. De la part des éditions Hachette, j'ai aussi reçu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Je l'ai lu dans la foulée et sans surprise, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est l'histoire de Isabelle et Andarina qui sont les héritières de deux familles qui sont spécialisées dans la confection de thé, deux familles qui sont rivales et du coup elles sont ennemies jurées. Il se trouve que il se passe quelque chose au palais qui fait qu'on est obligé de mener l'enquête et vu que c'est une histoire qui part justement de la consommation de thé, en gros, quelqu'un est mort parce qu'il a bu du thé qui était empoisonné. Voilà, je vais pas faire des chichis. Du coup, c'est à elles qu'on fait appel parce que c'est les spécialistes en ville du thé et elles sont forcées de collaborer pour comprendre ce qui s'est passé en fait et de trouver le coupable. Évidemment, leur enquête va les mener beaucoup plus loin que prévu puisque ça va révéler des complots à l'intérieur du royaume et surtout des complots qui pourraient mettre à mal tout un système de magie et toute une organisation politique et communautaire. C'était extrêmement intéressant. C'était un univers très riche et sachant que c'est un one shot, j'ai trouvé qu'il était très bien exploité parce que il faut d'habitude le temps d'introduction et puis le temps de résoudre tout ça et en fait là tout s'emboîtait très bien. Après je vous cache pas que l'univers créé est tellement riche que je trouve ça un peu frustrant qu'on s'arrête à un seul tome, d'autant plus que la fin laisse clairement une porte ouverte. Donc à voir, écouter. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite romance queer qui est juste très belle, qui évite tous les clichés et qui est parfaitement dosée, c'est-à-dire qu'elle prend pas trop de place sur l'intrigue, mais elle est là et moi vous savez que j'aime quand la romance est là. C'est bien écrit, la couverture est sublime. Écoutez, moi je dis let's go. Ah oui, et le système de magie est extrêmement original aussi. Pareil du coup dans Fille du destin qui est un roman qui m'a été envoyé par les éditions La Martinière. Je l'ai lu dans la foulée. La couverture sublime, juste sublime. Et en plus de ça, l'univers et le système de magie étaient là aussi très originaux. C'est l'histoire de Io qui vit dans un monde où en fait la lune a explosé, elle s'est divisée en 3 lunes, ce qui fait que ça a totalement perturbé le rythme des marées et en gros il y a eu une montée des eaux qui fait que la moitié de la population a été engloutie et la moitié qui reste a dû se réorganiser. Ça c'est le postulat de base. En parallèle de ça, il faut savoir aussi que certaines personnes descendent directement des dieux grecs et du coup ont hérité d'une partie de leur pouvoir. Par exemple, Io et ses sœurs, elles sont les descendantes, les héritières des moires et elles ont la possibilité de voir les fils de vie et chacune a un pouvoir bien particulier en rapport avec ce fil. L'aînée, elle peut tisser le fil, la deuxième, elle peut le manipuler, la troisième, elle peut le couper. C'est un univers qui est très inspiré de la mythologie grecque et moi, évidemment, j'ai adoré cet aspect. Et donc, à partir de ça, Io, elle fait des petites enquêtes, etc. Et un jour, elle se retrouve mêlée à une enquête qui va totalement la dépasser et qui va la mettre en danger et qui va révéler, là encore, plein de choses sur la société dans laquelle elle évolue. L'enquête est extrêmement intelligente, peut-être même un peu trop, parce que je vous avoue qu'il y a des moments, il y avait tellement de rebondissements, tellement de révélations que j'étais en mode...
What? What? Attendez, je suis perdue. Après, j'avoue que je l'ai lu quand j'étais extrêmement fatiguée, donc ça a peut-être joué sur mes capacités mentales. Mais en tout cas, l'intrigue est très bien menée et elle est très très originale, très construite. L'univers, bon bah vous l'avez compris, j'ai kiffé. Encore que là aussi, en fait, il y avait tellement de choses, il est tellement riche qu'il y avait tellement de choses à nous montrer que, un peu comme dans Runborn, je suis arrivée à la fin du livre et j'avais l'impression qu'on continuait à m'expliquer des choses et c'était un peu frustrant parce que j'ai rien contre le world building qui est très travaillé, au contraire, je trouve ça incroyable. Mais à un moment, quand t'es dans le récit, genre quand t'es là dans le récit, il te reste ça à lire, tu dis ok, bah c'est bon, maintenant on passe vraiment à l'action pure et dure, quoi. Et là, en fait, on continue à nous expliquer encore et encore des choses sur l'univers et sur les liens entre les personnages, etc. C'était à la fois vraiment cool parce que c'est un univers riche et en même temps ça m'a un peu freiné, tu vois. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je vous dis. Grosso modo, ce qui est assez paradoxal, c'est que les choses que j'ai surkiffé dans ce livre sont aussi ce qui ont freiné ma lecture. Que ce soit du coup l'intrigue, l'enquête qui était extrêmement riche ou l'univers qui était extrêmement dense, c'est à la fois pour moi un point positif et un peu négatif. Donc je sais que je suis très très pénible. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et les personnages aussi, je les ai adorés. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je pense qu'elle n'est pas encore pour tout de suite. D'ailleurs, on n'a pas d'infos dans celui-ci. Mais pareil, on finit sur petit cliffhanger, donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense d'ailleurs que dans le tome 2, vu qu'on a déjà énormément posé l'univers dans celui-ci, ce sera peut-être plus concentré sur l'action. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, j'ai kiffé. Les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé Dead Garden de Cassandra O'Donnell. Je l'ai lu dans la foulée, mais avant d'en parler, admirons s'il vous plaît. Waouh, le jaspage, waouh. Et donc la couverture est comme ça. Et quand tu enlèves la jaquette, tu as un charmant petit squelette. Déjà, petit disclaimer. Moi, j'ai vu ce livre, j'ai lu le résumé, je me suis dit, let's go. Et là, je voyais des trucs sur Insta, des gens qui disaient, ouais, trop bien, la nouvelle édition de Leonora Keane. J'étais en mode, pardon. C'est-à-dire la nouvelle édition. En fait, attention, parce que ça, c'est quand même très fort. Ceci est une réédition du premier tome de la saga Leonora Keane de Cassandra O'Donnell. Saga qui est sortie il y a des années et des années. Saga qui est donc un spin-off, une suite même, je pense on peut dire, de Rebecca Keane. En fait, Rebecca Keane, c'est la mère de Leonora qui, du coup, avait sa propre saga qui est rééditée dans cette édition. Sur le principe, moi, j'ai rien contre ça. Sauf qu'en fait, prévenez. Parce que là, moi, j'ai eu beau regarder dans le livre de tous les côtés, j'ai beau regarder tous les réseaux sociaux de la maison d'édition, c'était noté nulle part. Du coup, je trouve que 1, c'est limite, et 2, en fait, moi j'ai un peu le seum parce que j'ai le premier tome de Rebecca Keane dans ma pile à lire. Alors oui, vous allez me dire, ok, mais ça fait 20 ans qu'elle est sortie la série, Marie, fallait te mettre à jour avant. Je suis d'accord avec vous. Sur le principe, je suis d'accord, mais du coup, peut-être qu'en fait, j'aurais pas lu celui-ci tout de suite, parce que mine de rien, il me spoil pas mal de choses qui se sont passées dans Rebecca Keane, vous voyez ce que je veux dire? Notamment le fait qu'elle survit, qu'elle a une fille, et maintenant je sais même avec qui, je sais, enfin vous voyez, il y a plein de choses que je sais en fait maintenant. Donc écoutez, voilà, ça m'a un petit peu agacée, je ne vous le cache pas. Mais au-delà de toutes ces considérations, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Cassandra O'Donnell, elle a un style assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a peu de descriptions et énormément de dialogues. Et je sais que ça peut en freiner beaucoup, mais moi je kiffe parce que ces dialogues, ils sont toujours mais extrêmement savoureux. Il y a des punchlines, il y a de l'esprit, il y a des protagonistes qui ont des paires de cacahuètes comme ça. Ils sont extrêmement badass, franchement, je kiffe. Après, objectivement, ils sont justement peut-être un peu trop badass parce qu'en fait quand tu commences le livre elle te dit moi personne peut me toucher, lui personne peut le toucher et ma grand-mère c'est la meilleure, mais du coup t'as envie de dire bah du coup pourquoi l'ennemi vous le ratatinez pas en deux tu vois, donc c'est assez paradoxal, mais écoutez ça m'a pas freiné. J'ai beaucoup aimé les personnages du coup, j'ai beaucoup aimé les relations entre eux, j'ai bien aimé l'intrigue, enfin voilà, tout était vraiment au rendez-vous. Après, juste, je ne sais pas si c'est parce que je savais que c'était une suite de saga techniquement, mais j'ai trouvé qu'il y avait des infos qu'on nous balançait en mode on vous explique, mais vous êtes quand même censé le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tu peux lire ça sans avoir lu Rebecca Keane. La preuve, je l'ai fait, j'ai compris, j'ai apprécié. Mais j'ai l'impression quand même que, logiquement, ça a été pensé pour être une sorte de suite, un approfondissement de l'univers. Et en fait, je l'ai un peu ressenti, même si clairement ça a été retravaillé pour que ça soit pas un frein. Encore une fois, je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je vous dis, mais voilà, soyez prévenus. Hein, si vous voulez lire Rebecca Keane ou si vous êtes en train de lire Rebecca Keane, attendez peut-être un peu avant de lire celui-ci. Si par contre vous n'avez pas lu la saga et qu'elle ne vous intéresse pas, franchement foncez pour celui-ci parce que ça se lit très bien, ça coche toutes les cases qu'il faut, quand il faut, où il faut, et j'ai kiffé. Et en plus il est beau. Enfin, ce mois-ci, j'ai reçu All of Us Villain et c'est actuellement ma lecture en cours. J'en suis là. Bon, j'ai pas lu grand-chose, hein, je vous l'accorde. Mais je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, je l'aurai terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans les services de presse reçus et lus. Parce que en fait, je peux déjà vous partager un peu mon avis. C'est-à-dire que, exactement comme le premier tome, je trouve que c'est très dense, c'est un peu lent. Mais je suis accro. Je suis accro parce qu'on a
tous ces personnages en fait qui ont chacun un but très précis, qui vont nouer des alliances et vont trahir et vont être un peu freinés par les sentiments qu'ils peuvent ressentir. Les sentiments qu'ils peuvent ressentir, ça paraît logique. Alors, les sentiments, ils vont pas les fumer, mais bon bref. C'est bien écrit, certes ça met du temps du coup à se mettre en place, c'était déjà le cas dans le premier tome, et là on commence un peu doucement. Mais c'est addictif pour moi dès le début parce que c'est extrêmement bien construit, extrêmement travaillé au niveau de l'univers, de l'ambiance et des personnages. Et puis bah bien sûr il y a des enjeux tels que tu peux pas lâcher le bouquin en fait. Juste petit rappel, All of Us Villain, de quoi ça parle? Je vous fais un résumé du tome 1, bien évidemment pas du tome 2. C'est l'histoire d'une petite ville qui pratique la magie. Alors le monde entier pratique la magie, mais eux, ils en ont fait une affaire très personnelle parce qu'en fait, tous les 20 ans, il y a une cérémonie, une compétition qui a lieu. Les 7 plus grandes familles de la ville envoient leurs héritiers se battre dans une sorte d'arène magique. Et du coup, celui qui survit, donc le gagnant, il obtient pour sa famille le droit de diriger la magie, de posséder la magie pendant les 20 prochaines années. Donc évidemment, il y a des enjeux de ouf. Et dans le premier tome, c'est le début de la compétition. Donc on suit les 7 héritiers. Comme je vous le disais, chacun a une petite histoire et chacun a des raisons de vouloir ou non participer au tournoi et de vouloir ou non le remporter. Et c'est clairement du Hunger Games avec une sauce magique posée sur le dessus. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et du coup, moi, j'ai très très hâte de continuer à lire ce livre. Après, je suis pas méga fan du jaspage comme ça, parce qu'encore une fois, on dirait vraiment que ça a été fait au fluo, tu sais, quand tu t'ennuies en cours. Mais j'aime beaucoup la couverture. Et de toute façon, j'aime tellement le livre que bon, je fais abstraction de ce jaspage. Par contre, vous avez vu la brique? Genre vraiment, le truc, c'est un parpaing en fait. Je me dis, si j'en avais plusieurs, je pourrais construire un mur dans mon appart. Bon, ce serait né des bizarres, donc je sais pas pourquoi je ferais ça, mais bref. Je vous reparlerai du coup, je pense, rapidement de All of Us Villain dans mon prochain bilan lecture, puisque je vais le terminer au mois de mars. Ensuite, service de presse reçu ce mois-ci, mais que je n'ai pas encore lu, donc là, on va aller un petit peu plus vite, vous vous en doutez. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont envoyé Ilos, on va dire, de Marion Brunet, qui sort du coup tout début du mois de mars. Je pense qu'il sera déjà sorti quand la vidéo sera disponible. C'est une autrice que j'aime beaucoup, c'est celle qui a écrit Sans foi ni loi et Plein gris. À chaque fois, je suis happée par son style, je suis happée par les histoires qu'elle crée. Et là, du coup, on est à Marseille en 2052. Il y a eu des tsunamis et des montées des eaux qui ont englouti une partie de la ville. Nolan et son frère Gal plongent en apnée pour dénicher des objets rares dans les villas immergées, les revendre et gagner de quoi survivre dans cette ville aux inégalités criantes. Ils sont d'excellents plongeurs et leur réputation arrive aux oreilles du Commodore, figure puissante et inquiétante, qui leur ordonne de récupérer un mystérieux objet dans les profondeurs de la ville au péril de leur vie. Lorsque Gal ne remonte pas à la surface, Nolan, bouleversé par la mort de son frère, entre au service du Commodore pour organiser sa vengeance. Elle rencontre Bonnie, une jeune nageuse de haut niveau, puis le neveu du Commodore, Enoch, et les amis de celui-ci, Ulysse et Yasmina. Adélis et sa petite sœur Nina complètent bientôt la bande. Ah, ça fait quand même beaucoup de personnages là. Sur et sous les eaux envahis d'espèces dangereuses, les adolescents vont devoir prendre des risques. Et leur amitié se renforcer, ils ne seront pas trop de 7 pour affronter l'adversité, aider les plus démunis qu'eux et comprendre le mystère d'Ilos. Et écoutez, voilà, ça a l'air très très sympa. C'est pas précisé sur le livre, sur la couverture ou quoi. Ah si, c'est marqué là. C'est le premier tome d'une trilogie et je suis extrêmement curieuse de découvrir ça. C'est un roman très court, hein. Il fait 240 pages. Mais sachant que j'adore le style de l'autrice et que le pitch me vend beaucoup de rêves, je pense que je vais être un peu angoissée. Parce que moi, tout ce qui est projection écologique, qui en fait sont clairement des réalités, hein, on va pas se le cacher, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je sais que c'est plus qu'être plausible, je sais que c'est ce qui va arriver. Et du coup, ça me fait peur. Mais écoutez, je vais avoir peur et puis bah, je lirai le livre et je vous en reparle du coup dans mon prochain bilan lecture. C'était une petite touche de pessimisme dans cette vidéo. Recommençons à parler bouquins. J'ai aussi reçu de la part des éditions Rajo le deuxième tome de l'école de minuit de Maëlle Desarts. Je ne vais pas vous lire le résumé puisque bah, du coup ça spoil un petit peu le tome 1, mais grosso modo c'était l'histoire de Siméon qui était un demi-vampire et qui en fait intégrait une école pour créatures surnaturelles où il avait vraiment du mal à se faire sa place. Et puis en plus il se trouve que certains de ses camarades disparaissaient, du coup il y avait une enquête et il se faisait des amis mais il se faisait aussi des ennemis. Donc là c'est la suite de ses aventures. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que c'est Maëlle Desarts. Franchement c'est le seul argument dont vous avez besoin. Mais si vous en avez besoin d'un autre, la couverture est trop belle. C'est hyper original, c'est extrêmement drôle, c'est addictif, c'est bien pensé. Tout est là. J'ai kiffé le tome 1 et j'ai hâte de découvrir le tome 2.
Toujours de la part des éditions PKJ, j'ai reçu Crookhaven qui est aussi un tome 2. Rappelez-vous, le premier c'était l'histoire d'un garçon dont j'ai oublié le prénom, Gabriel. Gabriel qui était repéré par le directeur d'une école de formation de voleurs et qui du coup suivait une formation, logiquement, pour apprendre à être un bon voleur et surtout un voleur respectueux et éthique. Et Gabriel découvrait que ses parents avaient fait partie de la même école et du coup il était un petit peu... alors en même temps il essayait de s'intégrer à cette école et en même temps il était parti un peu en quête d'identité. Donc hâte de retrouver à la fois l'ambiance, les personnages et le style d'écriture dans ce tome 2, parce que j'avais vraiment kiffé le tome 1. Les éditions Lumen m'ont envoyé De Silence et d'Ombre, qui est le tome 2 de Lune et de Sang. La couverture est hyper belle et en fait je vais essayer de vous faire un résumé du tome 1 mais vraiment c'est très flou parce que vous voyez bien, c'est des bricasses. C'est des bricasses et je me souviens que c'était quand même un univers très dense. En gros c'était l'histoire de Catherine qui travaillait dans une ville où elle était en fait l'architecte principale à rénover une cathédrale qui était vraiment le cœur névralgique de la ville. Et il se trouve qu'un soir où elle était dehors alors qu'elle n'aurait pas dû, elle croit entendre un cri, elle croit voir quelque chose et en fait il y a une série de meurtres qui commencent à avoir lieu dans la ville. Elle se rend compte qu'elle a une sorte de don qui peut lui permettre de trouver le meurtrier. Donc elle va s'associer à l'envoyé officiel de la ville, l'enquêteur principal on va dire, pour découvrir ce qui se passe et au passage elle va, encore une fois, je suis désolée je dis toujours la même tournure de phrase, mais elle va découvrir plein de choses sur elle et sur ses origines. C'était un univers extrêmement riche, c'était une ambiance qui était très travaillée, très pesante, qui avait vraiment ce côté thriller avec un serial killer. Et en fait, à la fin du tome 1, on mettait tout ça de côté et du coup, je suis curieuse de voir ce qui va se passer dans ce tome 2. D'après ce que je vois, on a encore un côté très enquête, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'évolution dans la relation entre les deux personnages principaux, donc je suis curieuse de voir ça et j'ai très hâte. Les éditions Rajo m'ont envoyé Au plus profond de la forêt de Holly Black, qui lui aussi est absolument magnifique et qui, malgré les apparences, n'a aucun lien avec la saga du Prince Cruel. Genre, je crois pas que ce soit dans le même univers en plus. De quoi ça parle? Eh bien, écoutez toujours de Faye quand même, hein, je pense que c'est ça le lien surtout avec le Prince Cruel. On nous dit qu'au fond de la forêt de Sol Clair, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon Faye, doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux, est assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes, mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Hazel pourra-t-elle échapper aux trahisons et sauver le village de Sol Clair du danger qui menace? Écoutez, pas totalement convaincue par toutes les petites bestioles qu'ils ont dessinées ici, mais quand même curieuse de découvrir ça, puisque Holly Black elle a un style quand même très particulier qui finit toujours par me séduire, même si parfois je trouve que c'est un peu lent. Et là, sachant que c'est un one-shot, si je ne dis pas de bêtises, je suis d'autant plus curieuse de découvrir ce que ça va donner. Et enfin, dernière réception de ce mois-ci que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Plein Ciel de Siècle Valban, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée, qui m'a été envoyé par les éditions Big Bang. Regardez-moi cette beauté. Alors on aime ou on n'aime pas les couleurs, je suis d'accord avec vous, on aime ou on n'aime pas le style, mais en tout cas je trouve que ça fait son effet. Le jaspage, mamma mia. À l'intérieur, trop beau, trop beau. Et en plus on a un signet, enfin un marque-page, mais en fait on en a 3. Je trouve ça ouf. Voilà, tout l'intérieur du livre est absolument sublime. Celui-ci, j'aimerais bien le lire assez rapidement, mais en même temps, je pense qu'il faut être dans le mood parce que ça a l'air très particulier. Le résumé nous dit que sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra Plein Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans. Et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Lorsque la maîtresse jouet de Plein Ciel la remarque, Ivoire n'a toutefois pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Le résumé en dit à la fois beaucoup et pas beaucoup. Je crois que je vous en avais déjà parlé parce que je l'avais repéré dans les sorties qui me tentaient trop de ce début d'année. Mais trop contente de l'avoir reçu et hâte de le lire. Pareil, bricasse, donc je ne sais pas quand je pourrais le caser. Mais hâte. On a bientôt fini, tenez bon. On passe maintenant du coup à ces livres que j'ai achetés ce mois-ci mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. J'en ai acheté du coup 5, enfin 5 plus les 2 autres. En gros ce mois-ci j'ai acheté 7 livres, j'ai déjà fait pire, hein, on le sait tous. J'ai donc acheté déjà 3 livres en anglais. Le premier, sans grande surprise, c'est Bride de Ali Hazelwood. La vraie surprise, c'est que je ne l'ai encore pas lu, alors que je comptais en fait lui sauter dessus dès que je l'avais acheté. Sauf que en fait, bon, je vous l'ai déjà dit 14 000 fois, je suis un peu fatiguée en ce moment. J'ai plein de trucs à faire et du coup, j'ai peur de le fait de le lire en anglais, j'ai peur que ça me freine, que je le fasse traîner et que je l'apprécie pas autant que je pourrais l'apprécier, vous voyez. Donc je vais me le garder pour un peu plus tard, mais pour vous faire un résumé très rapide, c'est l'histoire de Misery qui est la seule héritière d'un vampire très puissant
Et en gros, hein, pour maintenir la paix entre les différents peuples du monde surnaturel, elle est forcée d'épouser l'alpha loup-garou qui s'appelle Love, je ne sais pas comment on dit, L-O-W-E, on va l'appeler Love du coup. Et en fait, au début, elle pense que ça va être une catastrophe, et bien évidemment, on sait tous que ça ne va pas être une catastrophe. Je pense qu'il y a autre chose à l'intrigue, mais je vous cache pas que j'ai même pas essayé d'en apprendre beaucoup plus. Je crois que j'ai lu le résumé une fois il y a déjà très longtemps, parce qu'en fait, je me pose pas de questions. C'est Ali Hazelwood, je fonce. Clairement, je fonce parce que je suis trop fan de ses romances, vous le savez, et de la manière qu'elle a de construire ses relations, etc. Et là, en plus, il y a une petite sauce surnaturelle par le dessus, donc je pense que je vais kiffer. Je sais que le style d'Ali Hazelwood et surtout sa manière justement de construire les relations qui me plaît beaucoup, elle a toujours un peu le même schéma, elle est peut-être un peu répétitive, certes, elle est très cliché, donc je sais qu'elle plaît pas à tout le monde, mais moi perso, je kiffe. C'est donc pour ça que je me suis précipitée chez Dan Fine Bookstore pour récupérer ma précommande de ce livre, et vu que quand tu rentres chez Dan Fine Bookstore, qui est une librairie anglophone à Lyon, si vous passez, surtout n'hésitez pas à aller voir, c'est incroyable. Mais quand tu rentres dans sa librairie, tu ne peux pas ressortir qu'avec le livre que tu avais prévu d'acheter. Ce qui explique que je me suis aussi acheté The 7 Year Sleep de Ashley Poston. Le mois dernier, j'ai lu du coup The Dead Romantics de la même autrice que j'avais beaucoup aimé. Et là, on est clairement sur le même bail. Le bail qui a le potentiel à la fois de te faire oh, tu es trop mignon, et celui de te briser le cœur. Puisque le résumé nous dit que Clémentine a eu le pire jour de sa vie il y a à peu près 6 mois. Et en gros, pour éviter de souffrir, elle a pris une décision, c'est maintenant le travail. Sauf qu'un jour, elle trouve un mec très étrange qui se tient dans sa cuisine, a l'air d'être un peu le mec parfait, le mec de ses rêves. Il y a juste un petit problème, c'est que il vit dans le passé, il vit 7 ans plus tôt, pour être précis. Donc en gros, leur histoire d'amour est très compromise. C'est totalement dans la même veine que le précédent d'Ashley Poston, parce que il y a ce côté surnaturel qui vient se mêler à la romance. Et puis tu devines un peu comment ça va finir, parce que tu espères que ça va bien finir, donc il n'y a pas 50 000 possibilités. Mais écoutez, j'ai trop hâte de voir ça. C'est un peu what the fuck, dit comme ça le résumé, mais je suis trop curieuse. Celui-ci, écoutez, c'est un achat mais totalement impulsif. Ça s'appelle Say You Swear de Megan Brandy. C'est aussi un roman en VO. Je l'ai acheté au travail celui-ci parce qu'il était là. J'ai pas de meilleure excuse que ça. Il était là, j'étais là, j'avais passé une mauvaise journée. Je me suis dit, écoutez, ça a l'air d'être une romance très belle, très touchante. Je me suis un peu renseignée, hein. J'ai une de mes collègues qui l'a lu. Elle a kiffé. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré, qu'il l'avait brisé le cœur, mais qu'il était trop beau. Qui suis-je pour refuser ça? Je n'ai pas assez de force morale pour refuser ça. Et vraiment, c'est très impulsif parce que le résumé, il dit absolument rien. En fait, c'est marqué à la première personne, c'est marqué pendant des années, j'ai rêvé que le collège, que l'université allait m'apporter plein de choses et que du coup, il y avait beaucoup de choses qui allaient changer, mais qu'il y aurait au moins une chose qui resterait. Pour moi, c'est clair, il allait rester dans mon futur, genre il allait rester avec moi. Et puis, brusquement, en fait, non. Je vous jure, le résumé, je le fais trop mal. Bon, en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui a toujours pensé que même si beaucoup de choses allaient changer dans sa vie quand elle entrerait à l'université, il y aurait une constante, c'est-à-dire cette personne dont elle semble très proche. Sauf qu'en fait, cette personne, apparemment l'abandonne. Et à la fin, elle nous dit quand même, maintenant, il y a une nouvelle personne dans ma vie. Sauf que, est-ce que l'autre, il va parvenir? Moi, je pense que si, parce que sinon, il n'y aurait pas de livre. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, des fois, je me dis, mais pourquoi t'as craqué là-dessus? Tu sais pas de quoi ça parle, Marie. Tu sais pas de quoi ça parle. Alors oui, on t'a dit que ça allait te briser le cœur. Mais est-ce que c'est un argument suffisant? Apparemment oui. Et enfin mes deux derniers achats, attendez je vous les montre quand même du bon côté, ce sont 2 livres en français. Le premier, voilà, c'est Agir et penser comme Katniss Everdeen. C'est officiellement classé en philosophie / développement personnel. J'ai pas cherché beaucoup plus loin. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sortis dans cette collection. Je trouve ça trop cool comme concept. Et du coup, je suis très curieuse de lire ça. Clairement, c'est pas ma priorité, vous vous en doutez. Il va dormir dans ma pile à lire pendant quelques petites années avant que je le lise. Mais juste pour vous donner un exemple, en gros, le sommaire, il nous dit premier chapitre, Katniss est courageuse. Et du coup, je pense qu'en fait, on va prendre des exemples de ce que Katniss a fait et alors peut-être pas essayer de les appliquer à notre situation à nous, mais en profiter pour nous donner un peu des conseils pour être courageux, je ne sais pas. Après c'est marqué Katniss Everdeen est indisciplinée, juste ce qu'il faut, elle sait ce qu'elle veut, elle a le sens du sacrifice, elle assume son mauvais caractère, etc. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que à peu près au milieu de tout ça, il y a des chapitres qui s'appellent par exemple « Ne prenez pas exemple sur le président Snow » ou sur Emmett ou sur Effie. Et en fait c'est totalement le contre-pied. En mode on nous dit « Prenez ça de Katniss, mais ne prenez pas ça de tel personnage ». Voilà, j'ai trouvé ça cool et en fait ce qui m'a convaincue de l'acheter c'est que à la fin c'est marqué ne prenez pas exemple sur Gale et pour avoir lu le chapitre, je sais pas, j'adore parce qu'on a clairement le même ressenti sur ce personnage.
Genre, il y a sa petite fiche d'identité, tu vois, et c'est marqué, donc district 12, sa réplique la plus stylée, aucune, il est naze. Gros défaut, tous, il est naze. J'en peux plus. Je suis désolée pour les fans de Gale, mais moi je ne peux pas. Donc voilà, un ouvrage hyper drôle et en même temps hyper instructif. Et pour la fan de Hunger Games que je suis, c'était obligé que je craque. Et enfin, dernier achat que j'ai fait ce mois-ci et que j'espère lire plutôt rapidement, il s'agit de So Let Them Burn de Camilla Cole qui est sorti aux éditions Hachette. J'ai longuement hésité avant de me l'acheter parce que j'hésitais entre la version collector et la version classique. Comme vous pouvez le constater, j'ai craqué pour la version classique. Parce que le collector est très beau, mais je trouve la couverture limite un peu triste au niveau des couleurs. Alors que là, effectivement, nous avons une explosion de couleurs. De quoi ça parle? Je vous lis le résumé, parce que je ne l'ai pas lu, donc je vais pas faire semblant. Il y a 5 ans, Faron a utilisé sa magie divine pour libérer son île de l'ennemi, l'Empire de l'Anglais et ses terribles dragons. Aujourd'hui, Faron a 17 ans, c'est une légende pour son peuple et elle n'a plus de guerre à mener. Jusqu'à ce que sa sœur aînée, Elara, noue un lien sans précédent avec un dragon ennemi. Les dieux se montrent formels, pour briser ce lien, Faron devra tuer sa sœur. Pour sauver Elara, Faron est prête à tout, même à bafouer les dieux. L'amour qu'elle porte à sa sœur pourrait bien détruire le monde qu'elle a libéré. Et c'est marqué embarqué dans une duologie épique à couper le souffle. Écoutez, des dragons, une histoire avec des dieux, une histoire d'amitié, enfin d'amour sororal, de sororité, d'amour entre sœurs. Let's go. Et voilà, j'ai terminé. J'ai une migraine parce que j'ai le spot dans la tête et que j'ai l'impression de parler hyper fort et surtout de parler très très longtemps. Et j'ai pas bu en plus. Ah, bravo. Mais j'ai terminé ce petit bilan / haul. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. En général, vous êtes au rendez-vous pour les découvrir, donc un grand merci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, à me dire si vous en avez lu certains, bref, à me partager votre avis et à papoter comme d'habitude. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre un emoji... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre cette fois-ci? Mettez un emoji brique, si ça existe. Parce que je suis en train de me dire, j'ai pas mal de livres là. C'est des bonnes pavasses quand même. Hein. Regardez-moi ça. Oh là là. Des moellons vraiment. Donc si vous avez un emoji brique, n'hésitez pas à mettre un emoji brique dans les commentaires. Ou sinon un mur. Ou même une maison, parce que bientôt je vais pouvoir construire une maison avec tous les livres énormes que j'ai. Je vais un peu loin là, j'en ai conscience. Mais n'hésitez pas. Emoji brique, mur ou maison, allons-y. Ce serait pas plus mal que je puisse me construire une maison avec mes bouquins parce que bientôt je vais avoir besoin d'une maison construite avec mes bouquins pour ranger les bouquins que j'achète et que je reçois. C'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Bref, n'hésitez pas donc à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à activer les notifications et à liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!